année ça fait toudoum, 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 toudoum. J'ai pas tout compris dark mais j'ai bien aimé. J'ai pris des notes mais ça m'a pas aidé. Par contre j'ai compris H là-dessus pas de soucis. Toudoum, la musique de Chronomusique en partenariat avec Netflix. C'était pour Twitter. Parce qu'aujourd'hui on voulait discuter de Netflix. Et pas que. De l'industrie surtout dans laquelle se trouve Netflix comme beaucoup d'autres. L'industrie que Netflix a quasiment créée finalement. Ça, Manuel? Ça va très bien et vous? Tu regardes beaucoup Netflix? Ça m'arrive. Ouais. C'est la plateforme sur laquelle tu regardes le plus de contenu? Non, la plateforme sur laquelle je regarde le plus de contenu, c'est mon Kindle. Sérieux? Bah oui. Tu passes plus de temps à lire qu'à regarder du contenu? Alors, Waouh! non mais Ah non, mais ça c'est incroyable, non mais vraiment? ce qui est incroyable, c'est que je comprends pas la question. Pour moi, lire, c'est regarder du contenu. En fait, c'est la première source de contenu, c'est ça. Moi, lire, c'est comme aller faire du sport. Souvent, un film, avant d'être tourné, il est écrit. Oui, alors, voilà. Ils improvisent pas le... C'est pas comme le podcast. Non. Ah non, tout Ils n'arrivent pas devant la caméra et... Mais sincèrement, moi, je passe plus de temps sur mon Kindle que sur Netflix, oui, c'est sûr. Ça, enfin, vraiment, je serais curieux d'avoir les réacts des gens après ce podcast-là sur Twitter, hein, comme d'hab avec le hashtag takeout. Mais un contenu est tellement plus, évidemment, facile à regarder, justement au niveau de la concentration. Et on en a parlé dans le dernier podcast, si vous suivez les takeouts. Ça m'épate, mais parce que enfin vraiment, moi, aujourd'hui, la lecture, je sais que c'est super important, mais ça me demande un effort, parce que c'est forcément beaucoup moins facile que d'aller allumer Netflix et de regarder un reportage pour en savoir plus sur la guerre de je ne sais où, plutôt que de me taper un bouquin de 300 pages. Mais j'aurai beaucoup plus de détails dans le bouquin de 300 pages, ça j'en suis totalement conscient. Mais c'est plus difficile. Mais c'est comme à la télé. Sur Netflix ou à la télé, on peut pas dire la vérité. Il y a trop de gens qui regardent. C'est pas de moi, c'est de Coluche. À Netflix, en termes de vérité, ils sont pas dégueux quand même. Hein. C'est pas mal, mais ça vaut pas un bouquin, ça vaut pas une étude scientifique, ça vaut pas le travail d'un reporter qui écrit un truc quand il revient. Voilà. Et tu peux regarder, je sais pas, tous les documentaires, toutes les bios, etc., etc. C'est bien, mais ça vaut pas la finesse de l'écriture. Netflix, c'est un sujet intéressant parce que pour une fois dans ce podcast, c'est une évolution, une révolution qu'on a connue tous les trois. Malgré notre écartage gigantesque avec Manuel, on a connu tous les trois cette révolution parce qu'avec Romain, quand on était jeunes, on avait des cassettes. Il est juste jaloux de ton savoir. On a eu des DVD, etc. et on a connu l'avènement de Netflix qui, à la base... Je dois avoir l'âge de Stéphane, que j'embrasse. La bise Stéphane. Qui à la base, louait des cassettes. C'était ça, Netflix. Ils vous envoyaient des DVD, pardon. Mais moi, je me souviens de quand j'étais petit et que j'ai essayé de demander à mes parents le dimanche soir d'aller, comment ça s'appelait, le magasin au Vidéoclub. Et Vidéoclub à Monaco, là je m'en souviens, c'est incroyable. Petit Vidéoclub où on allait prendre les vidéos, c'était fou. Des DVD sûrement. Oui, des DVD, oui. J'ai eu beaucoup de cassettes moi aussi. Hein. Il y avait des VHS avant. Oui, il est vrai. J'avais une télé cathodique, ça remonte. Bon, on va pas faire l'historique des technologies cinématographiques. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous regardez plus de nouveaux contenus sur les plateformes toutes confondues, Netflix, Disney et autres, on va en parler aussi, ou plus de nouveaux contenus au cinéma? C'est beaucoup plus simple de regarder du contenu sur des plateformes parce que c'est plus accessible. Moi, je vais beaucoup au cinéma. Toi, t'es un gros fan de cinéma. Moins ces derniers temps, mais j'y vais énormément. Toi, Manuel? C'est une expérience complètement différente. Je déteste le cinéma. Ah ouais? Pourtant, il faut que j'aille au cinéma pour des occasions très spécifiques. Donc, genre James Bond en avant-première. Par exemple, un film particulier que j'ai envie de voir en avant-première parce que j'ai pas envie d'attendre. Ça peut être la première chose. Mais il va falloir que je fasse une négociation avec moi-même sur l'expérience cinéma, ou alors dans des salles particulières qui font que là, il y a un attrait spécifique. Tu réserves la salle complète ou pas? Non. Je pouvais m'y attendre, mais... hein. Vraiment, je me suis dit c'est la solution de Manuel. J'ai déjà fait des projections privées de films que j'aimais beaucoup. Incroyable. Avec quelques personnes que j'aime bien. Avoir les Goonies, s'il vous plaît.
Non, j'ai déjà fait une projection privée d'un film sur un chef sushi japonais qui s'appelle Jiro, chef sushi, qui enseigne. C'est un restaurateur phare d'ailleurs, non? Ah oui, Jiro phare. Tu sais pas aussi bien dire parce que ce mec a un restaurant de sushi dans une station de métro à Tokyo et il a quand même 3 étoiles Michelin, je crois, et il enseigne l'art du geste. Et du coup, on y va quand? Toi, je sais pas, mais... Non, avec toi, évidemment. Je sais pas. Quand on pourra aller au Japon, ce qui est pas tout de suite. Mais pour revenir au sujet, j'ai beaucoup de mal avec l'expérience cinéma dite classique. Il y a une salle dans laquelle tu me traînes régulièrement, Léo, qui est bien, à Beaugrenelle, là, parce qu'elle est bien équipée. Ça vaut le coup, il y a une plus-value. Mais sinon, je trouve que ça vaut pas le coup. Et puis, j'ai un peu de mal avec... l'industrie de la glycémie. Après, bon, on reviendra sur la glycémie. On est aussi des vrais connards parce qu'on a tous un putain de setup home cinéma chez nous, ou en tout cas des vraies bonnes conditions pour regarder. Aller dans une salle avec Jeannette qui bouffe son Big Mac à côté, moi je préfère le regarder sur mon iPad avec mes AirPods. Hein. Alors, mais je vois pas le rapport avec le fait d'être de vrais connards parce qu'on a un setup. Parce que, oui, un cinéma, j'en ai un chez moi, donc forcément... Non, t'as pas un écran de 10 mètres de diagonale avec... Ouais, mais alors ça, non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est le son, c'est l'expérience audio que j'adore au cinéma. Avoir c'est cet aspect d'être englobé dans le son et complètement happé par le film. Souvent, c'est trop fort. Parce que, autant avant, il y avait des passionnés de salle, il y a encore quelques... salles indépendantes à Paris, notamment le Max Linder, dans lequel il faut aller voir les Star Wars parce qu'ils ont un setup de son qui est incroyable. Ah ouais, ok. Et alors, pour le coup, la salle, elle n'est pas extraordinaire. Les sièges sont un peu miteux, voilà, bon, bref. Mais le setup son est vraiment top. Et il y a quelques salles comme ça sur lesquelles ça vaut vraiment le coup. Mais même aujourd'hui, le cinéma est tellement devenu une industrie qu'ils font même plus cet effort. Tu prends une salle moyenne de cinéma... l'image n'est pas exceptionnelle, n'est pas ouf. Le son est beaucoup trop fort. C'est-à-dire qu'il compense la qualité par le volume. Et puis l'expérience cinéma, sincèrement, c'est pas top. Et moi, alors, je comprends pas pourquoi est-ce que je dois payer ma place et en même temps me bouffer de la pub au cinéma. J'ai jamais compris ce concept-là parce que quand je prends un abonnement Netflix, je vais pas regarder des pubs avant mon film Netflix puisque je paye mon abonnement Netflix. C'est d'ailleurs le principe avec YouTube. Nous, en tant que youtubeurs, si on fait payer les gens pour YouTube Premium, ils payent, mais ils ont plus de pub. Ouais. Je n'ai jamais compris ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vraiment, je ne connais pas cette industrie-là, mais Tu oublies un truc quand même dans l'équation YouTube, c'est que nous, on leur impose des sponsors. En plus, oui. Donc on leur met quand même de la pub. On fait un peu la même démarche finalement. Oui, mais ils payent pas le contenu qu'ils viennent regarder. Sur YouTube, tu peux payer au mois, je sais plus combien ça coûte, 10 € pour regarder 300 vidéos par mois. En fait, on est dans l'économie de l'attention, donc les publicitaires, c'est toujours ce qu'ils ont vendu. T'as 600 personnes dans une salle, ils ont rien d'autre à foutre que regarder l'écran qui est en face d'eux. On va monétiser ce niveau d'attention disponible pour essayer de leur fourguer quelque chose. La réalité, c'est que dans ton expérience cinéma, cette pub, elle n'est pas véritablement obligatoire puisque ça dépend à quelle heure tu arrives. D'ailleurs, il y a des cinémas maintenant qui ferment leurs portes juste avant que les pubs démarrent. Ouais, et puis il y a des fans de cinéma qui te disent putain, je veux absolument pas rater les bandes annonces, etc., etc. Tu vois, t'as des gens comme ça, en fait. Ça existe. Ça existe. Ça m'énerve par contre parce que moi je déteste les bandes annonces. Ah mais moi aussi je déteste ça. Ça me saoule de voir des bandes annonces. Genre tu vois, j'adore les tuches. Tu regardes la bande annonce, t'as vu le film. Ouais, mais enfin il y a rien à regarder, Romain. Tu vois, ni bande annonce, ni film. Ils ont fait un film à partir de la bande annonce. J'appelle pas ça un film, j'appelle ça un déchet. Mais pourquoi, là, demain, on n'a pas le nouveau James Bond disponible sur la plateforme des producteurs? Pourquoi est-ce que Paramount, Universal et autres ne font pas une plateforme sur laquelle tu peux t'inscrire online, payer, mais comme au cinéma, sauf que tu es chez toi? Pourquoi ça n'existe toujours pas? C'est déjà un peu le cas. Tu regardes avec Disney, ils le font déjà. Alors tout le monde ne le fait pas, mais ils s'y mettent de plus en plus. Je sais pas si c'est tellement souhaitable pour tout, en fait. Moi, j'aime bien préserver quand même un peu l'expérience cinéma, mais aussi parce que j'adore ça. Moi, j'y vais tout seul au cinéma, ça me pose aucun problème. Mais qu'on puisse choisir. Enfin, soi-disant. Non, mais moi, ce que je demande juste, c'est à choisir. Mais parce que tu ne tiens pas compte du fait qu'il existe la chronologie des médias. Donc, c'est une industrie. Tout ça appartient à une industrie. Il y a l'industrie du cinéma qui fabrique des films et un film est économiquement amorti sur son exploitation en salle, et puis ensuite son exploitation en DVD, et ensuite son exploitation en streaming. Et ça correspond à des périodes de temps
qui impose une chronologie. D'ailleurs, cette chronologie n'est pas la même partout. Dans certains pays, le passage du cinéma vers le streaming est beaucoup plus rapide que chez nous. Ah ouais, je savais pas ça. Donc c'est réglementaire. Moi, je trouve que ça n'appartient à aucune forme de logique, mais et je pense que comme la musique, cette industrie va de toute façon tendre vers se rapprocher du streaming plus vite et raccourcir ces sas de temps. Ils vont toujours essayer de se protéger avec une exploitation en salle, parce qu'il se trouve que les producteurs de films type Gaumont sont aussi d'extraordinaires propriétaires de salles, donc ils vont pas se tirer des balles dans le pied. Les films sont produits par Gaumont. Ouais, mais ça fait pas avancer le monde des nouvelles technologies et ça nous arrange pas. Quoi. C'est d'ailleurs pour ça que Gaumont n'est pas dirigé par Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Mais ce qui est dingue, c'est, enfin peut-être que je me trompe, ça s'est peut-être passé en plusieurs années, mais moi j'ai eu l'impression que dans l'industrie de la musique, allez, en 3 ans, tous les jeunes arrêtaient d'acheter des CD et avaient une clé MP3, quoi. Oui, mais ça, l'industrie de la musique en a souffert et en souffre encore. Oui, parce que le piratage était encore plus facile, si tu veux. Et puis aujourd'hui, tu regardes leur rémunération, elle a quand même baissé drastiquement, c'est un peu compliqué. S'ils se forcent pas à vendre des albums à côté avec des super oui, mais cadeaux, aujourd'hui, tu as de nouveaux des concerts. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça parce qu'à l'époque, ils avaient pas Instagram, les artistes, pour porter du Dolce Gabbana et se faire payer 50 000 € la photo. Aujourd'hui, c'est un autre métier. Ça, ouais, je comprends, mais oui, mais ça évolue. Ça veut dire que là, dans ce que tu me dis, Léo, ça veut dire qu'il y a des métiers qui ont complètement été shootés du pied ou disparus, mais ils ont évolué, ces métiers. À l'époque, un artiste, je te prends un pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, il pouvait pas vendre quoi que ce soit à une marque sur ses réseaux sociaux. Il était juste pilote de Formule 1. Mais ça, c'est un autre métier. Si tu veux être chanteur, t'as pas, on va pas te forcer à porter du Dolce Gabbana sur. Ouais, mais du coup, Instagram. tu peux pas te plaindre de moins bien gagner ta vie si tu exploites pas toutes les ressources qui sont à ta disposition. Mais si, bien sûr que si. En fait, c'est que je veux juste vous regardez la même situation sous 2 angles différents. Romain, il dit, en fait, ok, t'es moins bien rémunéré, mais t'as d'autres sources de rémunération disponibles et il suffit de vivre à son époque. Et si tu ne les prends pas, c'est un choix. Et donc, ne te plains pas d'être moins bien rémunéré. Et toi, Léo, tu dis, en gros, on rémunère moins qu'à l'époque de la copie physique. Parce que c'était une industrie maîtrisée en vase clos où chacun prenait sa part. Mais en fait, on parlait la dernière fois en plus du fait que, ou alors c'est moi qui en parlais, du fait que j'aimais pas trop le pluralisme et faire trop d'activités d'un coup. C'est un peu comme si tu me forçais à écrire un livre, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui écrivent un livre et que j'ai l'audience pour pouvoir vendre un livre. Si mais j'ai pas du envie coup, d'écrire un livre, j'en écris pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais du coup de tous les points positifs que ces technologies ont apporté si on était resté à l'époque du disque? Je pense qu'un Giorgio n'existerait pas, un Vald n'existerait pas aussi facilement. Enfin, il y a plein d'artistes aujourd'hui qui se sont faits tout seuls grâce au numérique. Donc ça a aussi permis à cette industrie de continuer d'évoluer. Il y a plein d'artistes qui, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait une maison de disques, faut qu'on passe sous le bureau pour qu'on passe tes disques. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Orelsan. Et je pense que ça va avec. Tu étais à la merci des maisons de disques, l'âge d'or d'Universal et les autres, et à la merci de la programmation radio aussi, qui jouait énormément. Si tu étais programmé en radio, tu vendais beaucoup plus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La programmation radio a un énorme impact sur tes ventes. Et quelle que soit la forme des ventes, que ça soit un stream ou une copie physique. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le cinéma, parce que pour moi, il profite de découvrir tous les nouveaux comédiens, les nouveaux artistes et autres qui sont découverts par toutes les plateformes comme Netflix et tout ça, qui peuvent du coup offrir beaucoup plus d'opportunités facilement, alors que si on était resté dans l'industrie du cinéma et qu'on y reste tel que c'était le cas il y a 10 ans, oui, si t'es pas à Hollywood, jamais tu vas faire une série, alors qu'aujourd'hui tu peux faire une série sur Netflix qui est tournée en Chine, qui est traduite en français, et tu deviens un acteur français incroyable parce que t'es repéré en France, alors que sans tout ça, ça n'existerait pas. Il y a des opportunités de dingue qui sont arrivées grâce à ça, quoi. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Si Netflix a envie de produire un truc et le sortir que sur Netflix, de toute façon, ils n'ont pas le choix, mais ils peuvent le faire. Et ils le font très bien. Et ils le font très bien, et on découvre des contenus qu'on n'aurait peut-être jamais découverts, des séries espagnoles comme La Casa de Papel, coréennes comme Squid Game récemment. Ça existe. Pour moi, c'est pas parce qu'on a évolué qu'il faut forcément détruire l'existant ou ce que tu considères comme étant vieux. Moi, je trouve que l'expérience cinéma, c'est exceptionnel, que ça doit se vivre. Souvent je force un peu mes potes à la découvrir parce qu'ils la connaissent pas trop ou parce qu'ils l'ont oublié. On y va d'ailleurs ce soir voir James Bond en avant-première. Vous allez voir que ça va être une expérience géniale. Mais ça, j'en doute pas. Mais par exemple, je vais parler que pour ce qui me concerne. Si c'est pas un film qui vraiment me fait déplacer au cinéma,
t'as aucune chance de m'y amener parce que pour moi, l'effort n'en vaut pas la peine. Et si on t'avait proposé ce soir d'être chez l'un ou l'autre pour regarder le même film, mais chez nous, à faire ce qu'on avait envie de faire dans les temps qu'on a envie de faire, mettre sur pause, aller aux toilettes, etc., tu choisirais quoi ? De le regarder chez moi, avec la feature FaceTime iOS 15 qui nous permet de regarder ensemble sans avoir à subir la présence des uns et des autres. Je trouve ça terrible. Bienvenue en 2021, Monsieur Bond. Moi, j'avoue qu'en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une chronologie des médias, mais qui dure 1 mois. C'est-à-dire que tu as 1 mois d'avant-première. Si tu veux aller voir le film plus tôt que les autres, si tu veux aller voir au cinéma, tu peux aller le voir. Et après, il sort sur une plateforme. Ou plusieurs. Oui, ça va être compliqué. Ça, c'est encore un autre débat. Mais j'aimerais bien cette méthodologie-là. Ben, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux moins de chronologie des médias, ou en tout cas beaucoup plus courte. Ah oui. Mais ça, on est tous d'accord pour dire ça. Et que tu choisisses l'expérience qui te convienne le mieux. Qui te convient le mieux, pardon. Donc, si toi, tu kiffes aller au cinéma parce que la salle, l'ambiance, la blague habituelle du trou dans le bucket de popcorn que tu adores faire, etc., etc. Bon, bref, tout ça, c'est ton truc. Très bien. Moi, je préfère regarder le film chez moi, sauf un Star Wars ou un James Bond ou un truc comme ça, où j'aime bien aller le voir dans une grande salle, évidemment. Et si je peux, je vais aller le voir à la séance du matin, première heure, le plus tôt, pour qu'il y ait le moins de temps, le moins de gens possible. C'est le dimanche matin, première séance, moi, si je dois aller au cinéma. Et moi, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai monté un serveur qui télécharge des films automatiquement. Et illégalement. Qui a un peu fait parler quand j'ai sorti ma vidéo sur le sujet. Tu m'étonnes. C'est qu'effectivement, il y a des films que j'ai pas envie d'aller voir au cinéma. Il y a des films que j'ai pas envie d'acheter. Je paye tous les services de streaming possibles, imaginables. Bon, je considère que quand on me demande de louer un film à 15 €, c'est peut-être un peu de l'abus. Donc moi, je suis d'accord un peu avec tous les partis. Mais c'est vrai que l'expérience cinéma, je pense qu'il faut la protéger. Mais ce que je trouve intéressant dans cette réflexion, que ce soit le cinéma ou autre chose, c'est de voir que la technologie peut faire vaciller des empires installés depuis des lustres. Et en fait, une innovation technologique, aujourd'hui, elle peut vraiment te faire tomber une industrie en claquant des doigts. La seule chose qui protège l'industrie du cinéma aujourd'hui, c'est le droit, c'est la loi. Si on était dans un pays plus libéral, les producteurs de films seraient en train de pitcher les plateformes beaucoup plus souvent. Et cette chronologie des médias rebattrait les cartes de la production de films. D'ailleurs, ça commence à se voir. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des producteurs d'une très grande qualité qui considèrent qu'il n'est pas du tout honteux de produire un contenu pour une plateforme et exclusivement pour cette plateforme. Je pense à The Irishman sur Netflix de Scorsese, qui est un réalisateur que j'adore. Scorsese, c'est quand même le pur produit du cinéma. Tu vois, il s'est fait dans les grandes années de Niro, etc., etc. Il a fait tourner DiCaprio dans pour moi, ses meilleurs films, Shutter Island et tout ça, en fait. Et pour autant, le mec est empreint de modernité et dit aujourd'hui, on peut faire de la production qualitative, de la production de la qualité du cinéma et la mettre à dispo des plateformes, parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que réalisateur, c'est toucher le public. Que ça passe à travers les salles ou que ça passe à travers les plateformes, l'objectif des réalisateurs, c'est de faire en sorte que leur œuvre touche le plus grand nombre de personnes. C'est le circuit de distribution qui se protège par du lobbying, la loi, etc., pour faire en sorte qu'on continue à vendre des M&M's et des crocodiles. Parce que pour moi, les tenanciers de salles de cinéma devraient faire des offres bundle avec les salles de sport, parce qu'ils sont les premiers responsables. Sincèrement, ils sont les premiers responsables de la mauvaise santé des gens qui fréquentent leur salle. Tu te rends compte ? Les gens payent, ils viennent, ils t'achètent ton produit et en plus tu leur dis je vais te foutre de la merde dans le corps et en plus je vais te la vendre parce qu'ils te l'offrent même pas. Tout à l'heure sur l'application Pathé Gaumont, j'ai déjà converti mes points pour avoir un Fusti gratuit tout à l'heure. Moi aussi je vais prendre des petits trucs. Mais bon bref, c'est pas de ma faute si vous prenez vos corps pour des poubelles. Et est-ce que vous imaginez que demain Netflix par exemple puisse dire maintenant qu'on a bouffé l'industrie du cinéma et maintenant qu'on a les meilleurs contenus, on va recréer des séances physiques
pour rassembler les gens, rassembler notre communauté. Ce serait fou. Et on va leur dire que le premier épisode de la nouvelle saison, avant que la nouvelle saison de notre série soit disponible sur tous les écrans sur Netflix, on fait une ouverture dans chaque ville de France. Mais je pense qu'ils peuvent pas. Mais sur les contenus originaux Netflix, je serai corrigé par les gens qui nous écoutent si c'est pas le cas, mais il me semble avoir vu qu'ils font des avant-premières, qu'ils louent des lieux et qu'ils invitent des gens. Alors, certains ont des accès avant que le truc soit ouvert au public. Je crois que toi, tu as eu des contenus un peu en avant-première avec Netflix, je crois, Non, Léo. je crois pas. Mais il me semble qu'ils avaient fait un marathon Stranger Things. Ouais. Et il avait fait aussi avec Okja au Festival de Cannes. Ouais. Ok. Mais je pense que c'est tout à fait possible sur les contenus qui sont les leurs, donc qu'ils détiennent, d'imaginer que demain, pour un gros lancement, ils prennent 20 salles dans le monde, à 20 endroits différents, et qu'ils fassent un lancement, et puis que le lendemain, ça soit dispo sur la plateforme, tu vois. Mais c'est tout le problème de la chronologie des médias, c'est que moi j'adore les deux expériences. Je suis un très gros consommateur de Apple TV+, Netflix, toutes les plateformes de streaming, et en même temps je suis un gros consommateur de l'expérience cinéma. Le problème, c'est que quand tu sors un contenu sur Netflix, tu peux pas vivre l'expérience cinéma, on te la retire. Et je trouve que pour un Scorsese, par exemple, t'en parlais, moi, chez moi, je l'ai. Hein. C'est dommage. Oui, chez toi, mais pas au cinéma. Non, je comprends ce que dit Léo. Tu as une expérience d'une très bonne qualité. Je pense avoir une télé que Léo m'a aidé à installer. Très bien. Moi, j'ai aidé à choisir, je suis le plus simple. Ça n'a rien à voir. Qui produit une bonne expérience. On a donc à domicile des expériences de qualité, et les uns et les autres, tant au niveau image que son, mais c'est pas le cinéma. Ça n'a rien à voir, c'est comme avoir un bout de jardin dans Paris et tu me dis j'ai un stade de foot, je te dis non, t'as pas un terrain de foot. J'ai compris, je vais acheter une salle de cinéma, j'ai compris les gars. Ah, ça je suis chaud par contre. Voilà. Oui, en plus il y a des salles de cinéma à Paris, sincèrement, il y a des salles à sauver. Hein. Ouais. N'hésitez pas à spammer Romain durant les prochaines années jusqu'à ce qu'il achète une son salle email de cinéma. personnel, je vous le donne tout de suite. Génial. Le RIB commence par enregistrez-le. Non, mais je comprends. Je comprends ce que tu dis, Léo. Moi, ça me touche moins, mais je comprends qu'on puisse kiffer ce moment particulier. Il y a le côté j'y vais, il y a le côté je bois un verre après, on débrief, machin. Il y a un côté social. Il y a un investissement que tu n'as pas quand tu es chez toi et que tu as ton téléphone à proximité et que tu peux être dérangé à tout moment. Là, tu vas au cinéma, tu sais qu'il faut déranger personne, tu vas pas prendre ton téléphone, tu te mets en silencieux, tu t'investis dans le film. Mais chez moi, j'ai mon chat. Peut-être, tu peux aussi l'amener au cinéma. Non. Ce qui m'étonne vraiment dans cette chronologie des médias, c'est que elle est pratiquement toujours, elle n'a pas changé depuis des années, et pour autant notre consommation de contenu a drastiquement évolué. On est souvent submergé justement de news, d'infos. Il y a un tweet teasing de Netflix à 17h, c'est parce que la série elle sort le lendemain à 19h. C'est un effet qui est très rapide dans l'effet de consommer, et ce qui m'épate, c'est de me dire que ils ont pour espoir de garder une hype autour d'un film entre le moment où il sort au cinéma et des mois après où il sort en streaming. Mais je pense que le fait de tout combiner sur un moment plus court... Après, hein. Comment ? C'est 3 ans. 3 ans. Ok. D'accord. Et comment tu fais au bout de 3 ans à vouloir te dire non, je vais quand même continuer de me rémunérer sur la partie streaming. Moi, je pense pas qu'ils gagneraient moins d'argent. Je pense juste qu'ils le gagneraient plus rapidement. Parce que c'est des intérêts financiers qui sont compliqués en fait. C'est en fonction des boîtes qui investissent dans le cinéma. Tu as par exemple Canal+, qui, je crois, a les contenus au bout de 3 à 6 mois, parce qu'eux, ils investissent énormément dans le cinéma, donc c'est comme ça qu'ils sont récompensés, en ayant les contenus en avance. Donc il y a des intérêts financiers qui nous dépassent un peu et qui font que cette législation-là prend du temps. Et c'est aussi pour ça, je le disais tout à l'heure, que les propriétaires de salles produisent du contenu, produisent des films, mais finalement c'est la même chose. Netflix produit ses contenus pour les mettre sur sa plateforme, attirer les gens par le contenu, parce qu'à la fin c'est le contenu qui fait venir les gens. Donc voilà, et donc on est dans une économie installée avec des gens qui ont des assets à rentabiliser. Certains ont des assets immobiliers, donc c'est des salles, ça coûte de l'argent, ça s'entretient, il faut qu'il y ait du flux pour le rentabiliser. Et donc pour qu'il y ait du flux, il faut qu'il y ait du contenu. Et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent à produire du cinéma. Et en plus en France, on a un rapport à la production de cinéma qui est très particulier parce qu'il y a beaucoup de cinéma subventionné. Ouais. Donc entre les régions, il suffit de voir les génériques de fin.
Tu vois, on a remercié À la région de PACA. Île-de-France. Enfin, tu vois, la quantité de remerciements est astronomique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent public dans le cinéma, ce qui... En France ou dans d'autres pays, c'est pareil? Beaucoup en France. Beaucoup on est en très France. très protecteur du cinéma en France. Et d'ailleurs, on est très usagers du cinéma. Mais beaucoup c'est la plus même qu'aux chose pour le États-Unis. théâtre. Au théâtre, il y a le théâtre public. Ou les librairies, oui, c'est ce que j'ai vu pendant le confinement, les Alors là, librairies. j'étais en train de parler du théâtre. C'est vrai. Donc pour le théâtre, il y a le théâtre public, le théâtre subventionné. Le mec, en fait, n'a pas de filtre entre son cerveau et sa bouche. Il n'y a pas de mémoire tampon. Il faut que tout sorte. Faut que tu changes le filtre de ta bride. Et donc, c'est la même chose. Tu as du théâtre privé qui, lui, prend des risques, produit. Il faut qu'il remplisse parce que sinon, économiquement, ça ne marche pas. Puis tu as du théâtre public, c'est l'accès à la culture, mais qui a un autre avantage. Oui, c'est vrai, c'est que les places sont moins chères. Enfin, c'est pas qu'elles sont moins chères, c'est que tu les as déjà payées à travers tes impôts en partie. Donc, heureusement qu'elles sont moins chères. Mais c'est ce qui permet de jouer des pièces qui font moins d'audience, donc des grands classiques, et à des scolaires d'aller voir Molière, etc., etc. Mais c'est pareil pour le cinéma. Sauf que dans le cinéma, à la rigueur, c'est moins vertueux, parce qu'au théâtre, ça permet de ou faire émerger de nouveaux artistes, ou de jouer des classiques. Bon, ça va. Au cinéma, ça fait arriver des merdes à l'écran, qui sont de toute façon sont subventionnés, donc de toute façon vont être tournés, vont payer des acteurs, et c'est pour ça que tu as des nanars avec des acteurs qui prennent leur cachet, qui s'en foutent, de toute façon ils sont payés, quoi, tu vois. Donc, et si le film ne fait pas vraiment d'audience, il est majoritairement subventionné, donc c'est pas très très grave, quoi. Et tu parlais tout à l'heure, Romain, de retomber de la hype. En fait, je pense qu'ils s'en foutent. À partir du moment où le film a été un succès, ils sont pas payés au nombre d'utilisateurs qui va cliquer dessus sur Netflix. Si Netflix le rachète, ils le rachètent à un certain prix juste pour étoffer leur catalogue. Et après, que la hype soit retombée ou pas, peu importe. C'est dingue. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est... et j'adore, vraiment, je ne l'ai pas dit depuis le début du podcast, mais j'adore le cinéma, mais pour revivre des moments comme quand ils refaisaient toute la saga Jurassic Park, les Harry Potter aussi dans certaines salles et tout ça. Moi, je kiffe revivre ces moments-là. Mais là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à contrario, le cinéma n'utilise pas un potentiel qui est de rejouer au cinéma des trucs un peu iconiques. Gaumont Pathé le fait beaucoup. Hein. Ouais. On a vu Moi, j'ai revu tous les James Bond avec Daniel Craig au cinéma. Génial. C'était exceptionnel. Mais c'est souvent lié à une actu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, C'est-à-dire bien sûr. Pour la sortie d'un nouvel épisode de la saga machin, boum, pendant quelques mois, ils te font... voilà. Ce qui serait cool, c'est... Je sais pas, on pourrait... Si on brainstorm 2 secondes, on pourrait imaginer que tous les abonnés de la salle dans laquelle tu es abonné, Léo, puissent être sondés sur leurs films préférés et que la majorité, ou je sais pas quoi, décide de programmer un vieux film ce jour-là et voilà, et utiliser cet asset pour avoir un lien avec une communauté. De toute façon, c'est pas très difficile pour eux d'avoir les droits et de faire quelques projections. Mais en fait, ce qui est dommage... Mais cette industrie ne se réinvente pas. Tu vois, elle se veut proche du public, l'accès à la culture sous toutes ses formes, nanana, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'interactivité, ou très peu. Vous battez pas. Mais moi, je comprends pas pourquoi vous avez envie de revoir un film au cinéma et pas de le voir pour la première fois au cinéma. Et moi, justement, c'est là où je suis pas d'accord. C'est que là où on est d'accord avec Manuel, c'est que je pense que les cinémas ne se battent pas pour la bonne chose. Ils se battent pour les contenus comme Netflix, alors que c'est déjà perdu d'avance contre un Netflix. Ils devraient se battre pour l'expérience physique qu'ils peuvent proposer. Le fait de se retrouver en famille, de revivre une expérience d'un moment, Alors, certes, sur quelques films, peut-être qui ne seraient pas, comme tu le disais, des films subventionnés ou autres, qui seraient peut-être moins bons, mais j'ai pas assez de connaissances dans l'industrie du cinéma pour en parler, mais je pense qu'ils se battent pas pour la bonne chose. Ils se battent pas pour l'expérience qu'on touche, quoi, qu'on a quand on est au cinéma. Qu'est-ce qui te manque au cinéma aujourd'hui ? Non mais Léo, t'es un peu biaisé toi, parce que tu vas dans une salle spécifique. Par contre, je vais dans une belle salle. Ouais, voilà. Donc Voilà. si on t'amène dans un cinéma tout à fait moyen, tu seras le premier à dire, sincèrement, ça vaut pas le coup d'aller au cinéma pour ça. Dans ce cas-là, je changeais de cinéma. Ouais, Voilà. mais quand j'étais à Périgueux, t'avais pas le choix. Hein. Voilà. Quand j'étais à Périgueux, je te Et à jure que Paris. t'allais au cinéma. Mais ça revient toujours au même, c'est que... Et moi, j'adore aller au cinéma c'est qu'on en vit à Paris, Thaïlande. quoi. Voilà, aller au cinéma à Bangkok, c'est un kiff. Le cinéma à Bangkok, t'es dans un canapé, t'as un mini-bar, t'as un frigo, t'as une couverture, t'es dans ton salon, mais Non, ça, c'est vrai, ouais. C'est autre chose, quoi. Ouais. Ah bah là, je veux bien aller au cinéma. Aux US, il y a des salles qui sont avec des fauteuils complètement comme un mur.
Tu n'as personne devant toi en fait, il est en dessous de toi. Ça c'est incroyable aussi. T'as une expérience folle. Ouais, mais là, bon, c'est une place qui coûte un peu cher, certes, mais ce soir, on sera très bien, on sera allongé dans notre fauteuil, au fond de la Mais salle. t'as vraiment. Ah bon, on sera allongé ce soir. Oh, moi je suis pas au courant du tout. Moi ils Bah, m'ont tu dit vois. oh viens voir James Bond. Bah, c'est ça le problème, c'est que tu vas pas dans les bonnes salles de cinéma, donc. Oui, mais j'ai aussi les moyens d'y aller. Mais Ce que je veux dire, voilà, c'est que. juge sur un standard. Et c'est Voilà. vrai qu'aujourd'hui, l'industrie du cinéma n'a pas assez réformé ses salles pour dire regardez, c'est la raison pour laquelle vous devez venir chez moi. Le delta entre ce que tu peux avoir chez toi et ce que tu peux avoir dans une salle tout à fait moyenne est assez faible. Mais je suis pas forcément d'accord, parce qu'autant je suis très friand Par principe. d'aller à Beaugrenelle, qui est quand même assez loin de chez moi, parce que quand je vais voir un James Bond, je suis content d'aller dans cette salle, mais régulièrement je vais par exemple au Grand Rex, Mhm. qui est quand même pas une salle exemplaire en termes de confort, de taille d'écran, tout Ouais, ça. pas ouf du tout. Et j'adore quand même l'expérience. Oui, mais c'est incomparable de comparer d'aller voir un film et de payer ta place en moyenne 13 euros, 12 ou 13 euros en France, et de payer 15 balles par mois sur Netflix pour avoir accès à un catalogue mais immense. C'est incomparable. Donc effectivement, tu as beaucoup plus d'attente quand tu es prêt à payer ce que tu payes par mois pour un film, une expérience 2 heures. T'attends beaucoup plus. Et moi aujourd'hui, quand j'arrive dans un cinéma dans cette moyenne-là, j'ai moins bien que chez moi dans mon canapé avec mon iPad, honnêtement. J'éteins les lumières de mon canapé, je me mets dans mon iPad, le son à fond. Bah, pour le prix, le rapport qualité-prix et expérience que je vis, je préfère inviter des potes, voir ça sur mon iPad et payer 15 balles dans le mois pour en voir 300 par mois que de payer 13 euros pour 2 heures. C'est criminel ce que tu dis. C'est criminel ? Voir le film chez toi sur ton iPad avec des potes. Mais regarde, on se fait chier à produire des contenus en 4K YouTube, ils sont vus sur des smartphones à 60%. C'est la réalité, c'est Déjà, ça. Romain, il regarde pas les films sur son iPad. Non, mais chez c'est lui. clair, qu'est-ce que Il a Non, des écrans j'ai une de télé ouf. 8K, voilà. Dans toutes les pièces. Donc Sur j'en ai ton 2. iPad, quel enfer. Regarde pas le film. Non, mais on parlait des Écoute iPads. écoute un livre audio. Terrible. Bon, C'est ce qu'on voulait dire. Et on attend les retours des gens. Mais c'est quoi la suite du coup ? Tu penses De que cette dans les industrie 10 ans, ouais, dans les 10 ans à venir, c'est quoi ? Qui va mourir en premier ? Bon, ça on le sait, mais comment est-ce qu'ils vont se ça, réaliser ? ça va beaucoup dépendre des zones géographiques dans lesquelles on est. Pour les zones très protégées légalement, il y aura encore des salles et les salles sont en train de fournir des efforts pour se réformer et apporter des expériences nouvelles. Beaugrenelle est un exemple, mais les cinémas MK2 font des efforts aussi. Enfin, tu vois, il y en a pas il y en a un mal paquet, ouais. qui font des efforts sur leur salle. Je pense pas assez et pas assez vite, mais il va falloir en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes ont démontré que, un, il y avait un usage, deux, il y avait une réponse favorable du public. On n'a pas parlé aussi de tous les Français qui sont loin des cinémas, Ouais. et pour lesquels le coût global du cinéma, c'est La voiture, la voiture, le déplacement, Le parking. voilà, enfin bon, bref. le dîner après parce que t'as pas le temps. Enfin, Ouais, ouais. sauf que si tu veux regarder un contenu qui sort tout de suite en streaming, Disney nous montre qu'ils le font payer. Oui, mais moi ça me gêne pas. Hein. Attends, moi tu Oui, me mais si on proposes de si on payer. parle de budget, famille, etc., alors ce sera toujours moins cher Voilà. en streaming que en allant au cinéma. Mais ceux qui avaient déjà un abonnement Disney+, ont dû acheter le film, par exemple. Tu vois. Donc elles ont quand même des coûts qui doivent... Mais parce qu'ils sont en train de tester, je pense, Léo. C'est-à-dire que Disney fait ça, mais les autres plateformes ne le font pas. Disney, il le teste, il voit si les mecs sont prêts à payer, en plus de l'abonnement, l'accès à ce film. D'ailleurs, entre parenthèses, film qui était programmé au cinéma et qui, à cause du Covid, Ouais. ils l'ont basculé sur Disney+. Donc c'est certainement aussi une façon d'amortir leur investissement. Ouais. Mais il y avait le réalisateur de Dune là, qui vient de sortir au cinéma, qui disait, en gros, j'ai demandé à la prod de ne pas faire de compromis sur la qualité, de la direction photo, de la façon de réaliser, etc. On m'a donné les moyens de faire un épisode de bonne qualité avec les bons budgets, mais on m'a aussi dit que les 2 prochains épisodes étaient suspendus au succès et aux entrées de celui-là. Donc, de toute façon, il y a une équation économique à un moment ou à un autre. Et je pense que, vu la place que prennent les plateformes, vu le poids qui pèse économiquement, ils sont tout à fait capables de faire des productions de très très bonne qualité et de mettre des budgets colossaux pour avoir des contenus originaux chez eux. Mais moi, de toute façon, j'adore les deux solutions. Je pense qu'on fait souvent
une erreur, et peut-être qu'on le fait un peu dans ce podcast en les opposant, parce que pour moi, ils ne sont pas du tout opposés. Il y a des contenus que j'ai envie de regarder chez moi, dans mon canapé, sur Netflix. Il y a des contenus que j'ai absolument envie de regarder au cinéma, et que je reverrai peut-être soit au cinéma, soit chez moi sur ma télé. Je pense que ce sont deux expériences différentes, que le public n'est pas le même. J'aimerais bien qu'ils se confondent un peu plus, que les gens qui ont l'habitude de Netflix, etc., aillent de temps en temps tester l'expérience cinéma. Mais à mon avis, c'est pas la même expérience qu'on va rechercher, donc je suis pas sûr que ce soit une grande concurrence. J'aimerais juste qu'ils allègent la chronologie des médias pour que peut-être le cinéma ait une légère avance, mais qu'elle soit effectivement pas de 3 ans, mais plus d'1 mois par exemple. Oui, et puis qu'on arrête cette espèce de État néo-communiste où maintenant il est temps de laisser les gens choisir. Ouais. Voilà. Et ils vont voter comme ils le font tous les jours avec leur portefeuille. Donc si Netflix était nul, les gens s'abonneraient pas. Les gens sont pas cons. Mais donc voilà. Et si il y avait que de la merde de cinéma, ils n'iraient pas au cinéma. Donc la vérité est certainement un peu entre les deux, et c'est pas à la loi de régler ça. Que les gens qui prennent des risques économiques pour produire des contenus aient envie de le mettre dans leur salle en priorité, très bien. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ces gens-là n'ont pas fait de plateforme de streaming. Pourquoi Gaumont n'a pas une plateforme de streaming ? Puisqu'ils ont plein d'assets et qu'ils produisent des contenus. Mais parce que c'est toujours le même raisonnement. Dans ces boîtes historiques, d'abord, le premier réflexe, c'est de dire too big to fail. On est trop gros, vous allez voir, Netflix, ça ne marchera pas. Ouais. Ça sera une petite hype de rien du tout, ça adresse que les geeks, etc. Enfin, ce qu'on a entendu pour Internet en général. Ça fait 25 ans qu'on entend ça de façon générale. Alors, Internet a démontré que c'était loin d'être des effets de mode et que c'était des soubresauts économiques incroyables. Mais il y a encore des connards qui sont tellement clairvoyants à diriger leur boîte qu'ils ne se rendent pas compte que l'innovation n'est pas une option, mais que ça doit faire partie intégrante de leur stratégie. Donc, ils devraient se poser la question de qu'est-ce que je fais en matière de streaming ? Et du coup, comment ce streaming peut me donner des moyens, parce que c'est une alternative possible, pour réformer mes salles et peut-être post-rationaliser mon schéma de salle. Il y a peut-être des salles à fermer et surinvestir dans d'autres. Bref, embrasser l'innovation comme une opportunité et pas comme une contrainte. En tout cas, nous, on va aller voir James Bond ce soir au cinéma. Et je pense que ça va être une expérience incroyable. Merci les gars. La bise. À plus.